Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition première de la semaine. Audience à Akoulba, le président de la République a reçu ce matin successivement le nouveau directeur national de la BCEAO et l'ambassadeur de la France au Mali. Si le premier était venu pour une prise de contact, le second, lui, a échangé avec le président de la République sur les derniers développements de la crise malienne. Le point des deux audiences avec Sidiki Dambélé. Konzo Traoré est le nouveau directeur national de la BCEAO au Mali. Après sa prise de fonction, il est venu en visite de courtoisie et il en a profité pour rassurer les Maliens sur les rapports BCEAO et banque malienne. Le robinet à sous, dit-il, n'est jamais fermé. La BCEAO n'a jamais coupé le robinet. Au mois de mars, il y a une seule journée où la BCEAO n'a pas travaillé et les banques avaient travaillé. Donc il y a eu des inquiétudes exprimées ce jour, ce qui paraissait tout à fait normal. C'était le 27 mars pour être précis. Mais depuis le 28 mars jusqu'à ce jour, nous avons rendu aux banques tous les services que nous leur rendons habituellement. Donc, une banque ne peut retirer chez nous qu'à concurrence de son solde créditeur. Donc, nous servons les banques comme à l'accoutumée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. L'ambassadeur de France au Mali est venu quant à lui échanger avec le président de la République sur l'évolution des mécanismes de résolution de la crise qui connaît notre pays. À sa sortie d'audience, il fonde beaucoup d'espoir sur les acteurs de la crise et préconise même des pistes de solutions. C'était un échange très libre et puis lui confirmer la disponibilité de la France à reprendre sa coopération dès que tous les mécanismes constitutionnels et le retour à l'état de droit au Mali serait en place. Il y a une préoccupation constante que nous avons, c'est que l'intégrité et l'unité territoriale du Mali soient préservées. Et par conséquent, c'est un élément que nous défendons en ce moment aux Nations Unies. Et je le redis, il n'y aura pas de solution durable au problème du nord du Mali tant qu'on n'aura pas complètement réaffirmé la défense de l'intégrité et d'unité territoriale du pays, donc de la restauration de la souveraineté de l'État malien. Mais il faut pour cela que l'ensemble des communautés du Nord soient associées dans la recherche d'une solution. Le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra a reçu ce matin en audience les membres du collectif des ressortissants du Nord Coren. Au cours de la rencontre, le chef du gouvernement a informé les membres du collectif des dispositions en cours pour soutenir les populations du Nord. Le Coren a saisi l'occasion pour parler de la profanation de certains lieux de culte à Tombouctou. Pour plus de précision, nous allons écouter Malik Al-Husseini Mega. Il est le président du collectif des ressortissants du Nord. Il est au micro de Amadou Sankari. La raison principale du coup d'État, c'est de placer la question du Nord au centre des préoccupations. Un mois et demi après, le collectif des ressortissants du Nord fait l'objet de multiples pressions. Nous sommes venus s'enquérir auprès du Premier ministre des dispositions qui sont en cours pour bouter hors donc du territoire national les assaillants. Donc sur ce point, le Premier ministre nous a rassuré que, en tout cas, le gouvernement qu'il a l'honneur de diriger prendra toutes ses responsabilités. D'abord sur le plan humanitaire, mais également les dispositions sont en cours avec l'appui des amis du Mali, qu'il s'agisse de la CEDEAO et également de la communauté internationale, pour récupérer nos régions qui sont aujourd'hui occupées. Monsieur le Président, c'est vrai, les derniers événements au niveau de Tombouctou où on a vu la profanation des lieux de culte. Est-ce que vous avez entretenu le Premier ministre de cette question-là? Effectivement, nous avons évoqué cette question. Le Premier ministre nous a informé de ce que l'UNESCO a réagi énergiquement et donc que les dispositions seront prises avec l'UNESCO pour en tout cas protéger toutes ces installations, mais également que les auteurs donc, de ces actes soient punis conformément à la réglementation.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a également reçu en audience cet après-midi le collectif des élus du Nord, préoccupés par la situation dramatique que vivent les populations du septentrion malien. Les élus du Nord se disent prêts à accompagner les autorités. Le reportage a été suivi par notre reporter Daouda Sidiki Diara, mais le compte-rendu de la rencontre, c'est dans notre édition de demain. Déclaration de l'Association malienne des droits de l'homme, l'Association malienne des droits de l'homme qui exprime sa consternation devant les événements douloureux qui ont coûté la vie aux innocents et présente ses condoléances à leurs familles, dénonce et condamne avec vigueur les graves violations des droits de l'homme dont la population malienne est victime, exprime son entière solidarité à toutes les victimes civiles et militaires, appelle les principaux acteurs à l'arrêt immédiat de l'effusion de sang et de toute attaque contre les populations civiles, invite les autorités du Mali à prendre les mesures immédiates nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité physique des personnes et la protection de leurs biens. Avis et communiqué, le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Mali informe tous les pharmaciens du Mali que l'opération Pharma Solidarité Mali continue jusqu'au mercredi 9 mai 2012. Ainsi, les pharmaciens peuvent continuer à déposer leurs dons soit au secrétariat des ordres professionnels de la santé, auprès des présidents des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens et auprès des représentants des cellules du SINAPO dans les 6 communes du district de Bamako et les ordres régionaux. Le Conseil national s'est compté sur la bonne volonté de tous les pharmaciens. Prise de contact entre le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et la classe politique. Le colonel Moussa Senko Koulibaly a rassuré les chefs des partis politiques de la poursuite et du renforcement du cadre de concertation. Le ministre a également invité ses interlocuteurs à se départir des considérations personnelles pour se consacrer à la recherche de solutions à la crise qui secoue le pays. Le reportage de Bourama Traoré. Première rencontre entre le nouveau ministre de l'administration territoriale et la classe politique malienne. Premier engagement du chef du département de tutelle, la poursuite et le renforcement du cadre de concertation entre les partis politiques et les ministères. Pour le colonel Moussa Senko Koulibaly, imaginer une vie institutionnelle sans les partis politiques relève d'utopie. On ne peut pas imaginer un jeu démocratique dans ce pays sans les partis politiques. Qu'on le veut oui ou non, le jeu démocratique passe par les partis politiques. Et c'est vous, les animateurs de ces partis. Si vous vous engagez, nous arriverons à un résultat positif. Si les partis ne s'engagent pas, ce serait très difficile. Pour le ministre Koulibaly, rien ne sera comme avant. Autrement dit, l'ère du changement a sonné. Entre les partis politiques et les départements de l'administration territoriale, la collaboration va être désormais franche et constructive. C'est une invitation que je lance à la classe politique pour qu'on dépasse nos différentes considérations qui peuvent être un frein des fois, pour qu'ensemble nous puissions converger nos efforts et nos énergies pour aller de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, le Mali en a besoin. Après cette première rencontre, le ministre de l'administration territoriale et ses interlocuteurs décident de se retrouver bientôt. Cette fois-ci autour des grands dossiers que le département doit traiter en relation avec les partis politiques. François Hollande est le nouveau président de la France. Il a obtenu 51,8% des voix contre 48,2% pour son rival de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Juste après l'annonce des résultats, il a prononcé son premier discours en tant que président, un discours plutôt rassembleur. Le peuple de gauche est en liesse. À Paris, dimanche soir, il a envahi la place de la Bastille, symbole des conquêtes politiques françaises. François Hollande, le candidat socialiste, vient de remporter la présidentielle. Merci, merci, merci peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Au second tour de l'élection, François Hollande obtient 51,7% des voix contre 48,3% à Nicolas Sarkozy, le président sortant. Peu après les résultats, le socialiste a prononcé son premier discours de président. C'était dans son fief, dans le centre du pays. Un discours sobre, rassembleur et marqué par la crise.
Au moment où le résultat a été proclamé, je suis sûr que dans bien des pays européens, ça a été un soulagement, un espoir. L'idée qu'enfin l'austérité ne pouvait plus être une fatalité. À droite, dans le camp de Nicolas Sarkozy, c'est la consternation. Une demi-heure après les premiers résultats, le président sortant prend acte de sa défaite. C'est un choix démocratique, républicain. François Hollande est le président de la France et doit être respecté. J'ai beaucoup souffert que l'institution que je représentais n'ait pas été respectée. Ne donnons pas le mauvais exemple. Le président sortant annonce aussi qu'il va redevenir un citoyen comme les autres. Il ne participera pas à la campagne des législatives de juin. La passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande aura lieu au plus tard le 15 mai. À une semaine de son départ, Sarkozy a reçu le président ivoirien en audience du côté du continent africain. Le scrutin français a été suivi avec beaucoup d'émotion pour le continent. Hollande peut être une nouvelle espérance pour le monde. C'est probablement la dernière audience qu'il accorde à un chef d'État africain. À une semaine de son départ de l'Élysée, Nicolas Sarkozy reçoit Alassane Ouattara, qu'il a contribué à installer au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les liens solides entre les deux hommes d'État sont vivement critiqués par le Front populaire ivoirien. Le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, se réjouit de la défaite de Nicolas Sarkozy. Il appelle le nouveau président français à s'inspirer de l'action de François Mitterrand pour l'instauration du multipartisme dans certains pays africains. M. François Hollande devra aller au-delà de ce multipartisme pour accompagner les démocrates africains dans l'instauration de la vraie démocratie, à l'exclusion de toute démocratie par la bombe. À Libreville, les Français se sont mobilisés pour le second tour de la présidentielle. Un scrutin suivi avec passion par des Gabonais. Certains avaient prié pour la victoire de François Hollande. Tu as écouté ma prière. J'ai beaucoup prié pour la victoire de M. Hollande. Voilà. Merci Dieu. Merci, merci. Au Sénégal, la presse considère l'élection de François Hollande comme une lueur d'espoir. Une opinion partagée par de nombreux habitants de Dakar. Ils ont besoin de l'Afrique, l'Afrique a besoin d'eux, surtout les pays qui ont... Je ne dis pas de prolonger la colonisation, mais quand même, il faudrait une collaboration beaucoup plus franche. De tous les hommes politiques africains de premier plan, un seul est venu fêter la victoire de François Hollande à Paris. Le Sénégalais Ousmane Tanor Dieng était aux premières loges au siège du Parti socialiste français rue de Solferino. Comme lui, la plupart d'Africains rassemblés place de la Bastille espèrent que le 6 mai 2012 sera, comme le martel François Hollande, une nouvelle espérance pour le monde. Actualité étrangère, toujours Vladimir Poutine prête serment pour la 3e fois comme président de la Russie. Il succède à son premier ministre Medvedev, à qui il a déjà proposé d'être le chef du gouvernement. Un mandat difficile pour Vladimir Poutine avec une société civile qui manifeste de plus en plus son mécontentement. Pour la 3e fois, Vladimir Poutine prête serment. Les quelques 3000 invités dont la prestigieuse salle Saint-Georges du Kremlin acclament le retour de l'homme fort de la Russie. Après 4 années en tant que Premier ministre, Vladimir Poutine reprend les rênes du pays. Je jure en tant que président de la Fédération de Russie de respecter les droits et libertés du peuple et du citoyen. Réélu dès le premier tour en mars dernier, Vladimir Poutine s'engage pour un nouveau mandat de 6 années. Il succède à son ancien Premier ministre Dmitri Medvedev. Une valse politique que les deux hommes ne semblent pas prêts de cesser. À peine investi, Vladimir Poutine propose une nouvelle fois son dauphin à la tête du gouvernement. De quoi alimenter la colère des opposants. La veille, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans Moscou, venues crier leur révolte contre la confiscation du pouvoir. Des manifestations réprimées dans la violence, plusieurs chefs de l'opposition ont été arrêtés. Poutine va au-devant de gros problèmes. Il ne restera pas assis au Kremlin jusqu'au terme de son mandat.
Pour moi, c'est une évidence. Les gens sont en train de réaliser ce qu'ils représentent pour la Russie. Le cynisme, la brutalité et la corruption. C'est une tragédie pour le pays. En 2 jours, la police aura arrêté près de 600 personnes. Ce 3e mandat s'annonce difficile pour Vladimir Poutine, face à une société qui manifeste de plus en plus ses envies de changement. La mairie de Bougouni, au secours des populations du nord du pays, elle vient de faire don de 5 tonnes de riz et une centaine de cartons de pâtes alimentaires aux populations restées au nord. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Ont réceptionné les dons au nom des populations du nord, les représentants de Cris de Cœur et de la Croix-Rouge. Voilà donc la mairie de Bougouni qui vient au secours des compatriotes au nord du pays. Le ministre au cours de la cérémonie, a annoncé le départ dans les prochains jours d'un convoi humanitaire sous la supervision de son département. Voilà donc ce don humanitaire de la mairie de Bougouni aux populations du septentrion malien. Cet avis est communiqué, le bureau exécutif de la Ligue islamique des chefs spirituels du soufisme du Mali et autres tarikas ont appris avec une profonde indignation la profanation de tombes à Tombouctou. Ils condamnent avec la dernière énergie cet acte barbare et ignoble qui porte gravement atteinte à l'éthique islamique. Il exige que les assaillants se repentissent et retournent à la bonne source de l'islam authentique. Nous poursuivons cette édition avec l'actualité régionale. L'Union nationale des associations de femmes musulmanes de Ségou se mobilise pour soutenir les victimes de la rébellion du Nord. Cette association a remis au Conseil islamique du Ségou une aide humanitaire destinée aux populations du nord du Mali, victimes des exactions de la rébellion. ORTM Ségou, le reportage de Fousseini Samaki. Cette aide humanitaire de l'Union nationale des femmes musulmanes de Ségou est constituée de plus de 560 complets et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Les femmes musulmanes de Ségou, à travers ces dons, se disent déterminées à soutenir les populations du nord du Mali. Nous, les femmes, nous compatissons au malheur de nos frères et sœurs du nord Mali. Nous sommes blessés dans notre pied. Si nos vœux pouvaient avoir un pouvoir, nous serions très heureux. Les hommes ne sont pas restés en marge de cette mobilisation. Ils ont remis des dons composés de céréales et d'une enveloppe au Haut Conseil islamique de Ségou. Auprès des musulmanes, ce n'est pas du tout étonnant. Cette élan de solidarité, nous souhaitons qu'il se perpétue au gré des événements, mais nous aurons souhaité que les événements trouvent une issue heureuse. Sinon, les gestes de solidarité, c'est un devoir impérieux et c'est en ce sens-là qu'on les font. Les autorités administratives de la région apprécient cette initiative et demandent une implication de tous et de chacun à son niveau. Parce que chaque fois qu'il s'agit de nous réunir, de nous concerter et de nous assembler pour la cause nationale au niveau de Ségou, nous avons été venus en masse. On est venu également pour appuyer tous ceux qui sont venus pour montrer leur cœur, pour montrer leur volonté, pour soutenir nos parents. Cette action des musulmans de Ségou s'inscrit en droite ligne dans la mobilisation des communautés religieuses du Mali en faveur de la paix et la sécurité des populations du Mali. Actualité régionale toujours à Caille, le collectif des jeunes patriotes a organisé ce dimanche une marche de protestation contre l'occupation des régions du Nord par des bandits armés. Partie de la tribune au gouvernorat, la marche a regroupé les jeunes des 6 quartiers de la ville de Caille qui sont sortis nombreux pour la cause. Caille, le compte-rendu de Mahamadi Alioubari. C'est sous un soleil de plomb que les jeunes de Caille sont sortis nombreux pour participer à cette marche de protestation contre l'occupation des régions du Nord par des bandits armés. C'est là, à l'appel du collectif des jeunes patriotes de Caille. Sur le pancarte, on pouvait lire « Libérer le Nord, le Mali est un et indivisible, on veut la paix ». Les marcheurs ont été accueillis par le capitaine Tchemoko Koulibaly et le gouverneur de la région, le général Mahamadou Maïga. Ils ont remis une déclaration au gouverneur des régions. Nous, collectif des jeunes patriotes de Caille, estimons qu'il est temps de mener des actions concrètes visant à restaurer l'intégrité du territoire du Mali. En effet, depuis le 17 janvier 2012, notre cher pays est attaqué par les bandits armés, empêchant ainsi le fonctionnement normal
de nos institutions. Merci pour avoir pris cette initiative pour manifester votre solidarité en l'endroit des populations du Nord Mali et à l'endroit de vos forces armées et de sécurité. Cela ne surprend guère parce qu'on n'en est pas à la première manifestation. Toute la population de Kayes a déjà contribué ici depuis le 20 pour un appui aux forces armées et de sécurité en vue de les doter de moyens pour mener ce combat. Et je vais vous rassurer que toutes les dispositions seront prises pour que rapidement ce problème du Nord soit géré. C'est sur une note d'espoir que les marcheurs se sont séparés. Le mouvement ségovien pour un Mali nouveau soutient le gouvernement de transition et l'armée malienne. Il vient de procéder à une marche de solidarité à leur intention, marche qui a été sanctionnée par la remise d'une déclaration au comité régional du CNRDRE de Ségou. Le compte-rendu de Honoré Tchenou. En initiant cette marche de solidarité, le mouvement ségovien pour un Mali nouveau entend soutenir le gouvernement de transition et l'armée malienne pour les actions entreprises face aux nombreuses difficultés actuelles que connaît notre pays. Par cette marche pacifique, nous, militantes et militants du mouvement ségovien pour un Mali, par la présente, notre attachement à l'état de droit, la préservation de l'intégrité territoriale du Mali, affirmons notre soutien indéfectible au Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra et son gouvernement, à l'armée malienne et au CNRDRE. En recevant leur déclaration, le comité régional du CNRDRE, par la voix du contrôleur des douanes Almami Diko, a salué cette action qu'il juge de patriotique. En 5e région, la communauté musulmane s'était donné rendez-vous le week-end dernier à Amdalaï dans la commune rurale de Sio, cercle de Mopti, pour commémorer la ziara de Amdalaï, une rencontre spirituelle dédiée à la mémoire de Sekou Amadou, guide spirituel de la Dina et fondateur du royaume théocratique du Massina. Le reportage depuis Mopti de Yacouba Maïga. Cela fait 36 ans que chaque année, à la même date, des milliers de musulmans venant d'horizons divers se rendent ici à Hamdalaï pour rendre hommage à Sekou Amadou, guide spirituel de la Dina et fondateur du royaume théocratique du Massina. L'édition 2012 de ce rassemblement spirituel revêt une importance capitale pour les organisateurs, car au-delà du devoir de souvenir pour cet homme qui a enduré pour le triomphe de l'islam à travers l'instauration de la Dina, c'est aussi l'occasion d'implorer le Seigneur et d'appeler toutes les forces vives de la nation à une prise de conscience face à la crise politique et aux conflits fratricides qui risquent d'hypothéquer l'avenir de notre pays. Nous sommes vraiment très inquiets et très surpris du comportement de certains de nos compatriotes. Pendant qu'au nord, les rebelles et tout un tas de groupes de bandits armés sont en train de progresser vers le sud, vers le pays, et nos parents, nos frères sont en train de se déchirer pour le front du pouvoir. Vraiment, je pense que ce n'est pas vraiment comme ça qu'on doit traiter la patrie. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être un citoyen honnête. Nous demandons à Dieu et son prophète Mohammed sallallahu qu'il nous facilite vraiment la tâche. Donc dans tout ça, il est demandé vraiment à toute la population de se réunir et de travailler ensemble, main en main, vraiment pour sortir de cette crise. Comme tous les ans, les pèlerins n'ont pas dérogé à la tradition en consacrant une nuit entière à des prières, aux invocations et à la lecture du Saint-Coran. Ils se sont également recueillis sur les mausolées de Sekou Amadou. La grande prière collective de l'aube, assortie des bénédictions, a bouclé les activités de cette 36e édition de la Ziara de Hamdalaï. La chronique santé du jour est consacrée au port de lunettes, qu'elles soient optiques ou pas. Les lunettes sont aujourd'hui dans la vie de la plupart des Maliens, mais celles que nous portons sont-elles vraiment celles dont nous avons besoin pour bien voir ou pour nous protéger contre les rayons solaires? En tout état de cause, il est conseillé de se faire consulter pour porter des verres correcteurs. Focus Santé est une réalisation de Tessira Dambélé.
Les Maliens en général s'intéressent au verre qui pour se protéger contre la poussière dans la circulation, qui pour se corriger la vue. Mais cet intérêt peut s'accompagner de choix non judicieux comme le port de verres optiques sans consultation chez un spécialiste ou l'acquisition de ces verres dans des lieux non agréés. Sur un autre plan, vérifier l'acuité visuelle de nos enfants en âge scolaire n'est pas encore entré dans les habitudes malgré ses avantages. Avant d'aller à l'école, on va acheter la blouse, on va acheter les fournitures scolaires. En parallèle aussi, il faut faire un examen de vue pour savoir si notre enfant il voit très bien, donc parce que c'est le moyen pour bien voir et pour bien communiquer avec dans la classe avec ses amis et avec l'enseignant, quoi. Donc parfois on se trouve avec des enfants qui commencent l'école, 2-3 ans d'école, et ils viennent avec des amétropies, par exemple des myopies de -1,50, -2. Si l'enfant il a fait un test avant même de commencer, avant de partir à l'école, on pouvait trouver une solution, peut-être même on n'allait pas se trouver avec cette correction, quoi. Donc avant d'aller à l'école, il faut faire des examens de vue pour leur enfant. Toute notre vie, nos yeux sont exposés à des dangers. Parmi ces dangers figurent les rayons ultraviolets du soleil appelés UV. Ceux-ci sont présents dès le lever du soleil et il faut encore faire plus attention entre midi et 2 heures de l'après-midi puisqu'ils peuvent être source de lésions pouvant aller jusqu'à la cécité si nos yeux ne sont pas protégés. La solution, les verres solaires après une évaluation. Ces verres, leur technologie aussi à nos jours, sont en train d'évoluer. La dernière génération des verres solaires sur le marché, c'est ce qu'on appelle les verres polarisés. Donc non seulement ces verres vous protègent contre les UV, mais vous protègent aussi contre les reflets horizontaux et verticaux qui peuvent entrer par des petites ouvertures. Nous avons aussi ce qu'on appelle sur les verres le traitement photochromique. Les verres photochromiques jouent le rôle de solaire, mais ils ont un temps pour bloquer les UV. Ce temps-là change en fonction des fabricants de verres photochromiques. Ça peut être 1 minute, ça peut être 50 secondes. C'est les verres transition. Et nous sommes à la 6e ou à la 7e génération. Donc c'est des verres qui vous protègent en moins d'1 minute au soleil. Les verres atteignent leur teinte maximale et en moins d'1 minute à l'intérieur, les verres deviennent clairs. C'est seulement pour la protection UV et en général, c'est ce que les Maliens appellent les verres 4 saisons. Les spécialistes disent que se procurer de verres dans la rue sans évaluer ses besoins et sans connaître la qualité des verres peut contribuer à exposer plus nos yeux. Paramètres optiques, écart entre les pupilles et le cadre de vue du sujet sont entre autres éléments à prendre en compte dans le choix. Les verres qui se vendent dans la rue sont en général des verres qui ont échoué le test à l'usine, le test de contrôle. Parce que vous savez, un verre, quand ça sort de l'usine, doit passer par des étapes pour être accepté, pour être des verres certifiés ISO, certifiés qualité. Les verres qui n'ont pas réussi ces nombres de tests sont balancés en Afrique et vendus dans les rues. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est des verres qui devaient être à la poubelle, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans nos rues. À ces dangers s'ajoute l'usure du temps et de l'âge qui aboutissent généralement à des pathologies appelées amétropies en ophtalmologie. Divers besoins en verres optiques, Optivue fait le montage des verres optiques sur place pour des patients qui ont de plus en plus d'exigences, non seulement de santé, mais aussi d'esthétique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et à demain 20h.